Et coucou à tous, c'est Lolo Deal. Donc aujourd'hui, je vais aller à la rencontre de Jacques, donc, qui est un pèlerin, qui tient un gîte maintenant sur Cahors. Personnage avec une très belle verve, vous allez voir par vous-même, dans son témoignage. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Ciao. Bonjour Jacques, donc je suis au gîte Le Second Souffle. Donc Jacques, comment tu as connu donc le chemin? Bon, ça commence mal parce que tu n'es pas au second souffle, Au deuxième. mais au deuxième souffle. À chaque fois je me fais avoir. Un jour ça viendra. Ça viendra. Ça viendra. Ça sera plus grave. Salut Laurent, ça me fait plaisir de t'accueillir à la maison. Merci. C'est pas la première fois que tu viens, tu sais que tu y as ta place. Voilà, comment est-ce que je suis venu au chemin? En fait, je suis venu au chemin une première fois, mais je l'avais complètement oublié, complètement refoulé, dans les années 80, quand j'étais en première et en terminale avec un groupe de potes. On avait été embarqués par, à l'époque, notre aumônier, qui nous avait amenés sur... alors je ne sais pas trop si c'est la voie d'Arles ou si c'était déjà la voie du Piémont. Là, je me souviens qu'on avait fait... deux tronçons, un premier tronçon de Montpellier à Béziers et un deuxième tronçon de Béziers à Carcassonne. Et ça avait été une superbe aventure dont je garde trois souvenirs principaux. Le premier souvenir, c'est un mal de pied épouvantable, avec des pieds qui brûlaient, qui chauffaient sur la route, donc un souvenir plutôt désagréable. Un deuxième souvenir qui est un souvenir de franche camaraderie avec une bande de potes avec qui on sortait du bahut et avec qui on s'est éclaté pendant deux fois une semaine. Et un troisième souvenir, c'est cette merveilleuse soupe de poisson qu'on avait eue au petit déjeuner, reste d'un dîner mémorable, voilà, et qui nous avait ravi l'essence. Ce que je veux dire au travers de cette expérience, c'est qu'à l'époque, je n'avais absolument pas conscience de ce que pouvait être le chemin, de ce que pouvait être ce qu'on y vit, sa réalité, son intégration dans un panorama, dans une histoire plutôt longue, et dans sa réalité quotidienne. Et puis le temps a passé, je suis passé à tout à fait autre chose. J'ai eu une vie professionnelle assez dense. Mais depuis une quinzaine d'années, je me disais que au travers de deux, trois lectures, un ou deux reportages, deux, trois idées, je me disais que ce serait pas mal de se relancer, de partir sur cette aventure. Voilà. Maintenant, c'est une aventure pour se lancer dedans. Il faut un certain temps, il faut de la disponibilité. Parce que je n'envisageais pas de la faire par tronçon. Pour moi, le chemin de Saint-Jacques, si je m'engageais dessus, c'était d'un point de départ jusqu'à l'arrivée. Et je n'imaginais pas, enfin, je n'avais pas envie, c'était pas mon projet que de partir sur plusieurs tronçons. Donc il me fallait... je m'étais beaucoup renseigné, donc j'imaginais qu'il me fallait de l'ordre de 3 mois, peut-être 4, etc., pour parcourir ce chemin. Et donc, pour avoir autant de temps que ça, il fallait forcément une période de transition professionnelle, qui est la seule opportunité d'avoir ce temps disponible, ce grand luxe qui est le temps pour pouvoir se lancer dedans. Et donc, quand j'ai quitté mon boulot, j'avais ce temps, et cochon qui s'en dédie, il a fallu que je parte.
Donc je me suis là aussi beaucoup renseigné, beaucoup préparé. C'est-à-dire que en fait j'avais acheté un miam miam dodo que je n'avais pas ouvert. J'avais juste ouvert la carte parce que juste pour voir un petit peu où le chemin passait et pour pouvoir prévenir la famille de par où je passerais et comment ça se jouerait. Pour la petite histoire, il était évident que je partirais seul parce que c'était une aventure personnelle que je voulais vivre seul. Un de nos enfants, une de mes filles, a émis l'hypothèse de venir marcher quelques jours avec moi. Ses frères et sœurs lui sont tombés dessus à bras raccourcis en lui disant que c'était mon aventure et donc il était hors de question qu'elle vienne s'incruster dans ce que je voulais faire seul, etc. Donc il avait fallu calmer un petit peu tout le monde, rassurer un petit peu tout le monde. En disant que c'est pas parce qu'elle venait marcher une semaine avec moi, qui plus est la première semaine, que ça allait remettre en péril l'équilibre et la démarche dans laquelle je me lançais. Tu avais déjà tes enfants donc. Ah bah les enfants, oui, les enfants avaient quitté, étaient en train de quitter la maison pour les derniers, étaient dans leurs études supérieures. C'était voilà, c'est donc comme ça que à 53 ans et déballé, on s'est retrouvé, je me suis retrouvé avec ma fille, déposé par mon épouse au Puy-en-Velay, avec un sac très lourd, trop complet, plein de au cas où. De trucs de on sait jamais, effectivement, sur le dos. Alors, on dit qu'on porte le poids de ses peurs. Je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit ce que j'avais dans mon sac. Il y avait dans mon sac, non, il y avait réellement, physiquement, concrètement, tous les au cas où et tous les on sait jamais. Au cas où il pleuve après avoir fait beau et juste après la neige et la glace. On ne sait jamais, des fois qu'il y a une météorite qui tombe pas très loin du bivouac, etc. Donc oui, j'avais un sac qui dépassait avec l'eau et la nourriture. J'en plafonnais allègrement les 20-25 kilos sans problème. Et donc nous sommes partis gaillardement avec ma fille. Ça a super bien commencé, puisque dès la sortie de la bénédiction des pèlerins, on est descendu les marches de la cathédrale. En bas de la rue, dans l'axe des marches, il y avait la boulangerie où nous sommes arrêtés pour acheter des casse-dalles pour midi. Et en sortant de la boulangerie, on a suivi les marques rouges et blanches qui sortaient du puits et donc qui nous emmenaient vers Compostelle. Et donc c'est seulement 1 heure et demie après qu'en discutant avec des gens sur le bord du chemin, quand on leur a dit qu'on partait à Saint-Jacques et qu'on les a vus éclater de rire, c'est seulement à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'on était parti sur un GR mais que c'était pas le bon. Donc on était parti sur le Stevenson. Voilà. Première aventure sur le chemin. Voilà, les voisins des gens qui s'étaient foutus de nous promenaient leurs chiens, donc ont changé leur itinéraire pour nous remettre sur notre itinéraire et nous renvoyer vers Saint-Christophe-sur-Dolezan. Très amusant. En arrivant à Saint-Christophe, on était tellement ravis de retrouver le chemin avec ma fille qu'on a bu un café, mangé un petit bout de nyama nyama sur place. Et que là, sachant qu'on était sur le chemin, mais on a suivi les balises. Là, on était sûr que tout allait bien. Oui, 300 mètres après, on a croisé un couple qu'on avait vu le matin à la cathédrale.
Et donc, on a demandé, on a discuté avec eux, et on leur a demandé, mais vous faites déjà demi-tour? Demi-tour. Non, on est parti du puits et on va, ce soir, on dort à Saint-Privat-d'Allier, là on a. Et en fait, quand on était revenu sur le chemin, on avait bien suivi le chemin, mais dans le mauvais sens, on remontait vers le puits. D'accord. Donc deux erreurs topo dans la première demi-matinée. Voilà, à partir de ce moment-là, j'ai sorti la carte et j'ai suivi avec un peu plus de précision nos pérégrinations. Voilà. Donc voilà comment je suis arrivé au chemin. On a marché une petite semaine avec ma fille jusqu'à Saint-Chély-d'Aubrac. Et à partir de là, je suis parti, j'ai continué seul jusqu'au bout de la terre. Jusqu'au bout de la terre. Ce qui n'était pas mon objectif initial. Mon objectif initial était Santiago. Mais en cours de route, bah forcément, l'idée d'aller jusqu'à Fisterra, c'est naturellement fait jour et c'est naturellement imposé. Voilà. Mais l'objectif a toujours été et resté d'arriver à Santiago. Le reste, c'était du bonus. C'était le petit tour de piste que se permet l'athlète quand il a terminé sa course. Retour au calme, retour sur terre, atterrissage serein. Ouais. Et du coup, ton ressenti, l'ambiance, qu'est-ce que tu en as ressorti toi au niveau du chemin, quoi, peut-être? Tu es parti, donc tu es avec ta famille, ton épouse, tes enfants, tu es parti. J'ai fait un métier qui m'a souvent emmené loin de ma famille pendant des périodes assez longues. Et donc il n'y a pas de c'était pas la séparation avec la famille n'était pas une nouveauté, donc n'était pas une difficulté, c'était quelque chose qu'on savait très bien gérer. Et ce projet personnel était, je crois, parfaitement accepté par l'ensemble de la famille. Et donc ça n'a pas été, ce départ n'a pas, pour moi en tout cas, n'a pas été compliqué. Oui, ça permet de partir plus sereinement. Ça permet de partir sereinement. Et puis les objectifs étaient clairs. L'idée c'était déjà de s'éprouver, personnellement, physiquement, moralement, mentalement. Savoir si on était capable de vivre une aventure comme celle-ci dans la durée. C'était aussi l'opportunité de se recentrer sur soi, faire un bilan d'étape. Je le disais tout à l'heure, 53 ans, c'est un peu la période où on prend un peu de temps pour faire le point sur ce qu'on a fait jusqu'à présent, ce qu'on a envie de faire derrière, etc. C'était aussi l'occasion de vivre un truc qui ressemblait à ce que j'avais lu au travers des expériences des uns des autres. Et je dis un truc qui ressemble à ce que j'avais lu, parce que je reste intimement convaincu que s'il y a des choses universelles dans ce qu'on vit sur le chemin, chaque chemin est vécu de façon très différente selon son histoire, selon sa personnalité, selon ce qu'on vit, etc. Et donc, oui, il y a des fondamentaux. L'effort, la constance, la routine quotidienne, le détachement, le lâcher-prise, les rencontres, l'introspection, la pluie, la flotte, la chaleur, le froid, l'incertitude topographique, on en parlait tout à l'heure, l'incertitude de savoir où on dort le soir, ce qu'on mangera à midi, si on mangera ce soir, etc. Donc il y a tous ces fondamentaux, je pense, qu'on partage tous les pèlerins, que partagent tous les pèlerins.
Mais chacun vit son chemin de façon très personnelle, très unique. Tu enseignes que pour être reparti notamment sur le Norté l'année d'après, l'expérience du Norté a été radicalement différente de l'expérience de la Voie du Puy, puis du Frances la première année. Voilà. Qu'est-ce que j'en retiens? Je peux comme ça, brûle pour point, je pourrais dire deux choses majeures, deux choses fondamentales pour moi. La première, c'est la remise en question d'un certain nombre de certitudes, de façon de voir les choses, de façon de vivre. Donc ça c'est la première des choses qui a eu des conséquences d'ailleurs sur ce que nous sommes devenus par la suite. Et la deuxième chose, c'est, alors je vais le dire de façon un petit peu crûment, un petit peu crue, mais de façon un peu brutale, mais c'est régler ses comptes avec son passé. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de... Enfin, on a tous un vécu qui est ce qu'il est, mais le fait de cheminer jour après jour, kilomètre après kilomètre, là, permet à un certain nombre de choses qu'on a en soi très, très profondément, de remonter plus ou moins digéré, plus ou moins agréable, plus ou moins désagréable, plus ou moins valorisante ou non. Voilà, et ça permet de repenser à tout ce qu'on a pu vivre de façon dépassionnée. Je ne vais pas dire détachée, mais oui, de façon dépassionnée, et ce qui permet de mettre les choses en perspective et de les replacer à leur juste place, ou à une place plus juste dans sa propre histoire. Voilà. C'est ainsi que je peux dire que j'ai tué un certain nombre de mes fantômes au cours de ce chemin. Et je pense que c'est un exercice salutaire. C'est un exercice salutaire que je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre. Voilà. Je disais que ce chemin a changé une incidence lourde sur notre vie. De fait, comme je le disais, je venais de quitter mon job, et 53 ans, beaucoup trop jeune pour penser à m'arrêter de travailler. Il fallait que j'envisage la suite. Et le champ des possibles était assez large, mais progressivement sur le chemin, l'idée s'est faite jour de pouvoir vivre sur le chemin, de pouvoir vivre du chemin tout au long de l'année. Alors vivre du chemin, c'est pas tant sous sa forme pécuniaire que de pouvoir vivre dans cette ambiance du chemin. Ma femme me dirait cette ambiance mi-sectaire, mi-bisounours, mais dans cette ambiance du chemin, dans laquelle les choses sont simples. Et les choses sont simples parce qu'on regarde les choses de façon simple, à la fois sur nos petites préoccupations quotidiennes, la taille de l'ampoule sous le pied gauche et
et le repas du soir. Mais aussi où la personne avec qui on marche, à droite, à gauche, devant ou derrière, partage exactement ces mêmes préoccupations. Donc c'est pas une bouffée, c'est une poussée d'humanisme qui fait que partageant les mêmes petites misères et les mêmes grandes joies quotidiennes, eh bien en fait on se retrouve plus sur ce qui nous ressemble, ce qui nous rassemble, que sur tout ce qui nous divise, tout ce qui nous sépare, tout ce qui nous oppose dans la vie quotidienne. Voilà. Donc cette ambiance, ça c'est la dimension un petit peu bisounours, la dimension un peu sectaire. La dimension un peu sectaire, c'est qu'effectivement on se rend compte que quand on parle du chemin, on a tous les mêmes étoiles dans les yeux. On a tous ce même pétillement de l'esprit, les mêmes expériences, les mêmes mots, les mêmes éclats de rire à l'évocation de telle difficulté ou de tel point particulier du chemin. Voilà, donc c'est cette dimension un petit peu sectaire. Voilà. Tout ceci me fait un peu perdre le fil de ce que je disais, mais voilà, oui, ici, voilà, donc influence du chemin sur l'après. Donc l'idée s'est faite jour petit à petit de vivre sur le chemin et du chemin, de continuer à me nourrir du chemin. Et c'est comme ça que l'idée s'est faite jour de nous poser quelque part pour pouvoir ouvrir un gîte et accueillir à mon tour les pèlerins, comme j'ai eu la chance d'être accueilli dans quelques gîtes, que ce soit en France ou en Espagne. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est arrivé ici à Cahors. Et oui, alors justement, parce que vous êtes d'origine différente avec ton épouse, et pourquoi Cahors? La question. Alors, enfin, nous, la réponse... enfin, j'en suis ravi parce que tu es un ami. Je suis ravi de t'avoir à Cahors. Oui. Pas loin. La réponse est assez évidente. Ah. D'abord parce que c'est sur le chemin. Oui. Sur le chemin, sur la voie du Puy, voilà, dans une grande ville. Dans la préfecture du Lot. Voilà, et Bisette, mon épouse, étant praticienne shiatsu, il lui fallait s'installer dans un centre urbain où elle pouvait développer sa patientèle et son activité réelle. Voilà. Donc en fait c'est comme ça qu'on est arrivé, on a sélectionné un certain nombre de villes. On avait pensé à Périgueux, on avait pensé à Bergerac, on avait pensé à Figeac, Moissac, Cahors, Saintes. Voilà, mais assez rapidement, c'était effectivement sur les différentes voies. Et c'est comme ça qu'on est progressivement le spectre s'est réduit, que la décision s'est portée sur Cahors. Et en fait, on est ravis d'être à Cahors, parce que c'est une jolie petite ville, dans une région qui est absolument magnifique. C'est un haut lieu du chemin de la voie du Puy. On y mange vachement bien. Oui. On y mange vachement bien et on y a été admirablement accueillis, notamment par toute la communauté jacquaire, que ce soit les associations, l'Octroi, sur le chemin de Compostelle, ou les autres gîtes, où on aurait pu imaginer qu'ils auraient pu voir d'un œil pas très positif l'arrivée d'un nouveau gîte. Où en fait ça s'est admirablement passé. On a eu la chance de bénéficier de conseils, de coups de main, d'envoi de pèlerins, etc. dès le premier jour. Et ça c'est la preuve que sur ce chemin il y a des trucs particuliers qui se vivent et qui ne s'expliquent pas. Voilà. C'est sûr.
Voilà. C'est comme ça qu'on est arrivé à Cahors. Voilà. Voilà. Donc on est maintenant, on a terminé, on a bouclé notre première saison, saison l'année dernière. Et on a sacrément hâte que la deuxième que la deuxième commence. On est à l'orée de la deuxième. Voilà, parce que. Mais bon, ça s'est bien passé. Oui, la première année, c'est super bien passé. Encore mieux qu'on ne l'imaginait. Et là encore, quand je dis encore mieux, c'est pas tant par le volume, par le nombre de pèlerins qui sont passés à la maison, que par les contacts qu'on a eus avec tous les pèlerins qui sont passés, avec ce qu'ils nous ont apporté, ce qu'ils nous ont renvoyé également de l'image, de l'accueil qu'on leur proposait, les retours qu'on a eu de leur passage ici à la maison. Et c'est vrai que cette année, là on a plusieurs un certain nombre de pèlerins qui ont rappelé, parce que Cahors était leur dernière étape l'année dernière et ils redémarrent cette année de Cahors, ils disent voilà, on garde un souvenir du deuxième souffle tel qu'on veut y retourner, quoi. On va venir vous voir, et on n'envisage pas de partir d'ailleurs que de chez nous. Voilà, donc c'est. Et de toute façon, il y a des pèlerins qui repassaient à l'O3 qui disaient merci de nous avoir envoyés écoute, au deuxième saut. Voilà, alors, nous, on n'a fait que orienter, puisque on est là pour orienter vers les gîtes, donc les personnes qui arrivent, qui ne réservent pas, parce que tout le monde ne réserve pas sur un chemin, on est d'accord. Et donc, oui, les gens, globalement, ont été ravis. Ouais. Bon, c'est pas évident pour une première année. Alors pour une première année, non, parce qu'en fait il y a plein de réglages, il y a plein de conneries je pense qu'on les a à peu près toutes faites. J'en ai gardé quelques-unes pour cette année. Je suis pas très inquiet là-dessus. Mais en fait, je sais plus qui disait ça, mais qui disait qu'on ne faisait bien que ce qu'on aimait. Voilà, je pense que c'est un facteur clé de la réussite d'un gîte, c'est d'apprécier, d'aimer accueillir les gens, d'aimer de retrouver dans le pèlerin ce qu'on a aimé dans notre pèlerinage, et de voir de se revoir quand quelqu'un frappe à la porte, de se revoir frappant à une porte, et d'être accueilli comme on a apprécié d'être accueilli. Voilà. Voilà. J'entends assez régulièrement des questions ou des demandes de conseils de pèlerins sur différents groupes, différentes communautés. Ouais, alors conseillez-moi un gîte là, ou un gîte là, ou là, est-ce qu'il faut aller dormir là, ou voilà. Moi j'aurais assez tendance à dire que par essence, par construction, par raison d'être, un gîte est bien. Un gîte est bien parce qu'il y a à la tête de ce gîte quelqu'un qui aime le pèlerin, qui aime le chemin, et donc qui accueille le pèlerin sur le chemin de la meilleure façon possible. Alors, il y a des fois où ça matche très bien, il y a des fois où ça matche un peu moins bien, et ça matchera très bien avec telle personne, ça marchera moins bien avec tel autre pèlerin. Mais je ne connais pas de gîte, qui soit médiocre, qui ne mérite pas qu'on ne s'y arrête pas, ou qui mérite des reproches, voilà. Qu'on n'ait pas apprécié une expérience, ça nous est tous arrivé quelque chose. C'est pas parce que tel jour j'ai ramassé la flotte, le vent, et que j'ai eu froid sur telle étape, que je vais dire que cette étape était nulle. Oui, bien sûr. Voilà. Bah, il en va de même avec ces fameux 100 derniers kilomètres en arrivant à Santiago, où on sait qu'il y a beaucoup plus de monde, et puis avec des gens qui démarrent juste, voilà.
C'est la même chose quand on parle de l'arrivée dans Burgos, avec ces kilomètres de faubourgs et de zones industrielles à traverser avant d'arriver en centre-ville. C'est la même chose sur les étapes qui sont... Voilà. Ces étapes, ces gîtes, toutes ces expériences font partie du chemin et il faut les apprécier. Il faut les apprécier au sens fondamental du terme. Pas les apprécier comme on apprécie une côte de bœuf, mais les apprécier pour ce qu'elles nous apportent en positif ou en moins positif. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, maman. Voilà. Bon, Laurent m'a demandé on a fait une petite pause technique parce qu'en fait la lumière était en train de baisser et donc je suis allé allumer la lumière. Voilà, donc je reprends et puis je vais conclure un petit peu mon propos. Historiquement, le pèlerinage c'est une affaire religieuse. Aujourd'hui, les personnes qui s'engagent sur un chemin comme le chemin de Compostelle, mais je pense que c'est la même chose vers d'autres lieux, le Mont Saint-Michel ou d'autres lieux, on n'est plus tellement dans une démarche religieuse. La preuve, déjà on retrouve des gens de toutes les religions sur le chemin de Saint-Jacques, et ensuite statistiquement des gens qui arrivent à Santiago, une petite minorité, je crois que c'est l'ordre d'un tiers, un petit tiers, disent s'être engagés sur le chemin pour des raisons religieuses. En revanche, ce que je sais, ce que je constate, c'est que l'écrasante majorité des gens qui s'engagent sur le chemin de Saint-Jacques s'engagent avec des raisons, pour des motifs spirituels. Des motifs spirituels et notamment de recherche de soi, notamment de points de vie sur soi, etc. Et donc là, je voudrais juste jeter une bouteille à la mer, ou un message aux gens qui pourraient être tentés par cette expérience. Je voudrais vous dire deux choses. La première de ces choses, c'est que ce chemin est un long chemin. On le commence le jour où on met son sac sur le dos et qu'on sort de chez soi, et on ne sait pas jusqu'où on va aller. J'aurais assez tendance à dire que ce chemin va nous emmener au bout de notre vie, avec comme première étape ce long ruban qui nous emmène jusqu'à Saint-Jacques. Dans cette démarche spirituelle, il faut être conscient que on rentre progressivement, jour après jour, semaine après semaine, on rentre de plus en plus profondément en soi, dans ses réflexions, dans sa réalité, dans son histoire, etc. Et donc, pour aller au bout de la démarche, ou aller aussi loin que possible de la démarche, il faut accepter de perdre ce bien ultra précieux qu'est le temps. Perdre son temps sur le chemin, c'est le gagner dans sa vie. Et donc, pour les gens qui souhaiteraient s'engager sur le chemin, je voudrais vous dire, là je regarde la caméra, je te regarde, toi futur pèlerin, ou toi déjà pèlerin, en te disant, ose prendre le temps, organise-toi pour partir longtemps, pour avoir le temps de, jour après jour, quitter
tes habitudes, jour après jour, quitter tes références sociales, jour après jour, quitter tous tes réflexes de ton quotidien, jour après jour, accepter de te découvrir vis-à-vis de toi. C'est seulement dans cette durée que tu profiteras au maximum, au mieux de ce que le chemin t'offre jour après jour, dans la durée. Je connais les contraintes, je ne vous demande pas de partir 2 mois comme ça. On a tous des contraintes professionnelles, familiales, etc. Je vous dis juste, ça vaut le coup de s'organiser pour partir non pas 4 fois une semaine, mais 1 fois 4 semaines. L'expérience est incommensurablement plus profonde et plus bénéfique. Premier conseil que je peux vous donner. Le deuxième, osez, allez-y, foncez. Vous ne savez pas ce que vous découvrirez, vous ne savez pas ce que vous vivrez, mais osez, foncez et vous saurez. Votre expérience sera sans aucun doute extraordinaire. C'est là-dessus que je termine avec cette citation de Paulo Coelho. Le chemin de Saint-Jacques, c'est le chemin extraordinaire des gens ordinaires. Wow. Je te remercie, Jacques. Merci beaucoup. Merci, mon Laurent, ami. c'est moi qui te remercie. Merci. De me permettre de témoigner. Merci.